Bonjour à tous et bienvenue dans ce live du mois numérique jeunesse. C'est quoi le mois numérique jeunesse? Eh bien, figure-toi que pour briser l'isolement des jeunes, le printemps numérique présente tout au long du mois de février une programmation d'activités destinées aux jeunes, dont notamment des cafés numériques en mode virtuel, mais aussi des entrevues avec des personnalités inspirantes. Pour échanger avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Myriam Gessier. Myriam est une experte en marketing web technique qui joue avec les bots de Google et l'apprentissage machine. Elle nous parlera entre autres de son cheminement de carrière, mais aussi nous dira comment elle a su surmonter plusieurs défis. Salut Myriam, un très gros merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas? Bonjour, je vais très bien, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Super. Alors Myriam, est-ce que tu pourrais nous présenter qui tu es, ce que tu fais dans la vie? C'est quoi une experte en marketing web, technique? Qu'est-ce que tu fais? Parle-nous de toi. Alors, c'est un petit peu complexe parce que c'est une question que pas mal de monde me demande depuis pas mal de temps. Ça va faire 15 ans que je fais ce que je fais. Et pour la petite anecdote, mon travail, en fait, n'existait pas au tournant de 2000, ça a commencé, en fait. Donc, c'est vraiment récent. Et j'ai même eu, il y a 5-6 ans, des propriétaires qui me louait un appartement, un condo. Il a appelé ma RH pour vérifier que ma job était réelle. Il ne savait pas ce que c'était d'optimiser pour les moteurs de recherche. Donc j'ai deux grandes spécialités. L'optimisation pour les moteurs de recherche, donc s'assurer que quand quelqu'un cherche quelque chose dans Google, le site de mes clients ressort bien. Et l'autre, c'est la mesure, donc tout ce qui est Google Analytics en fait, bien comprendre les données marketing et se poser des questions du type, est-ce que le robot il est capable de voir le site? Est-ce que les humains ils cliquent et ils tombent sur une erreur? Qu'est-ce qu'on peut améliorer en fait pour que notre site soit mieux compris de tous? Et est-ce que tu as toujours su en fait que tu voulais faire ça? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments, tu me disais quand on a commencé à se parler que tu travaillais aussi avec le langage machine et tout ça. Donc, tu sais, ça a été quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Et est-ce que tu as toujours su que c'était ça que tu voulais faire? Oh là là, oh non, non, je savais une chose en fait. Non, j'en savais deux. Numéro un, ma maman m'avait dit que j'allais être avocate. Alors c'est ça que je mettais dans chacun des formulaires qu'on me demandait à l'école, qu'est-ce que tu veux faire quand tu grandis? J'aimais bien moi, dessiner des robes quand j'étais petite. Et puis, malheureusement, vu mon type physique, la mode en France, ça n'allait jamais marcher. Ils n'avaient même pas ma taille dans les magasins en grandissant. Donc, bon. Et donc, de fil en aiguille, moi, je me suis dit juste une chose. Je ne veux pas être le type de stagiaire qui va faire du café. Parce que de une, ça pue. J'aime pas l'odeur du café. Ça ne me tente pas. Que de deux, j'aime bien être utile comme personne. C'est-à-dire que ma valeur intrinsèque, je voulais la définir par rapport à mon intelligence, ma capacité à produire des choses. Pas à quel point j'étais jolie, pas à quel point j'étais bonne élève, mais vraiment à quel point j'étais efficace et à quel point c'était remarqué en fait. C'est tout. Parce que ça permet d'être moins attaquable dans des entreprises où on demande alors, vous devez avoir 5 ans d'expérience pour un poste de junior. Et là, on dit, mais comment est-ce que je commence en fait? S'il faut que j'ai de l'expérience pour avoir la job, comment ça marche? J'en ai pas, personne ne veut m'en donner. Donc, c'était un petit peu compliqué. Et mon travail, comme je l'ai dit, n'existait pas pendant très longtemps. Il est relativement nouveau. Et donc, comment t'es arrivé? Parce que comment on est en mesure, puis ça, je pense, ça va justement parler à beaucoup de jeunes aujourd'hui, parce qu'on n'arrête pas de dire que les métiers qui vont exister en 2030 n'existent pas aujourd'hui. Mais tu fais quoi comme étude? Tu fais quoi pour te préparer à ça? Parce que même si on te demande ce que tu vas faire plus tard, ça n'existe pas encore. Donc, tu peux pas le mettre dans le petit papier, dans le petit formulaire. Donc, toi, ton parcours, ça a été quoi? Est-ce que tu as fait des sciences? Est-ce que tu as fait des maths? Qu'est-ce que tu as fait du dessin? Je sais pas. Alors, j'ai fait un petit peu de tout. J'ai essayé aussi de faire des efforts pour ne pas faire certaines choses. Donc, je vais m'expliquer. Il n'y avait pas de diplôme pour faire du SEO. Il n'y avait pas de diplôme pour faire spécialiste Google Analytics. Il y avait des diplômes de communication. Il y avait des diplômes de tu vas apprendre à coder. Mais pour apprendre à coder, à l'époque où moi j'ai commencé à me lancer, oh, il fallait avoir des parents riches. Hein. Il fallait avoir des parents riches parce que c'était une école privée, ça. Ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc, c'est un petit peu bizarre parce que moi, je suis allée à l'école publique. Et mon diplôme, j'en ai plusieurs d'ailleurs, ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Je peux les mettre sur mon frigo. Mais dans ma job de tous les jours, c'est pas ça que j'ai appris à l'université. J'ai retenu d'autres choses que juste le diplôme. Et je suis ce qu'on appelle une autodidacte. Je me suis formée à faire ce que je fais. Et dans ma business, quelqu'un qui se forme et qui est intelligent et qui apprend très vite. Et en 3 ans, on est considéré senior. Donc cette affaire de, il faut qu'on trouve
l'expérience pour ensuite avoir la job, une fois qu'on met le pied à l'étrier, entre guillemets, qu'on démarre en SEO, ça part très vite, en fait. Ça permet d'avoir une vraie carrière, d'avoir une vraie communauté, sans nécessairement avoir besoin d'aller à l'école pour un diplôme SEO. Je pense qu'il est très important de rester aux études parce qu'on apprend beaucoup de choses qu'on utilise en fait bien plus tard. On fait oh, j'ai enfin compris à quoi ça sert. Mais on ne sait pas au début vers où on veut aller. Donc mes études à moi, elles m'ont aidé à apprendre des choses, mais c'est tomber dans la bonne job étudiante entre guillemets qui m'a aidée. C'est vraiment ça. Et c'est ces jobs-là où on ne te fait pas confiance, mais tu es quand même la personne la plus qualifiée parce que tu es jeune et que tu sais comment fonctionne le web alors que ton patron, non. Qu'on te laisse faire des choses, on te laisse tester des choses. Donc, mon gros conseil que je tire de mon expérience de vie, c'est trouvez-vous un moyen d'avoir des mises en pratique, de tester des choses, peut-être de faire du bénévolat auprès d'un musée. Oh mon Dieu, ils ont besoin d'aide en ce moment avec le web, hein, pour comprendre comment ça marche et pouvoir faire des bêtises, des erreurs et en apprendre comme vous n'aurez pas nécessairement l'occasion de le faire plus tard, en fait. C'est ça qui m'a aidé à trouver ma job. C'est vraiment ces petites expériences-là, en fait. Alors, je comprends bien le point qu'il n'y a pas forcément un chemin tout tracé qui va nous emmener dans une direction ou dans une autre. Mais bon, il faut quand même qu'on fasse des décisions de choix à l'école, telle spécialité, tel majeur, tel mineur, etc. Et ça nous amène parfois à devoir relever certains défis, parce que pour rentrer dans une majeure spécifique, ben, il va falloir peut-être qu'on fasse quelque chose qu'on n'aime pas faire ou dans lequel on n'est pas bon. Est-ce que ça, c'est le genre d'expérience que tu as vécue, puis comment tu as fait pour surmonter ça? Alors, oui, je vais partager une tranche de vie qui n'est pas glorieuse, mais je détestais les maths. Mais absolument, genre juste violemment. Pourquoi? C'est pas parce que j'étais imbécile, c'est pas parce que je comprenais pas les maths, c'est que je me suis rendu compte plus tard qu'on me les enseignait d'une manière où ça n'adhérait pas à mon cerveau. Alors tout ce que je voulais faire, c'était appuyer sur la pédale pour que ça aille plus vite là et qu'on me fasse forward et qu'on me sorte de ce cauchemar. Donc j'étais une personne très intelligente par rapport à ça. Pourquoi? Parce que c'est la force de la fainéance. Je ne voulais pas faire des choses que je n'aimais pas. Puis c'était tellement dur de rester accroché à un bureau quand on a un déficit d'attention. Donc j'ai un déficit d'attention et ça fait que quand quelque chose m'intéresse, je peux avoir un focus extraordinairement bénéfique parce que je suis hyper productive. Des fois, ça me prend une demi-heure de faire quelque chose que quelqu'un d'autre ferait en une journée. Mais mon Dieu, il faut l'attraper, ce rayon de lune spécial là. Le reste du temps, je vais un petit peu dans tous les sens. Mais j'ai trouvé une job en fait qui, de une, prend bien ça en charge, donc ça me permet de faire face et puis ça s'intègre à ma job, ma personnalité et mes traits de caractère et certains handicaps ou autres, ben, je les intègre, ça fait partie de ma vie. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que, comme je l'ai dit, j'ai passé beaucoup de temps à fuir les maths. On m'a dit que j'étais mauvaise. On m'a dit qu'il n'y avait pas d'espoir pour moi. Ben, je suis allée ailleurs. J'ai tout fait pour ne pas en faire. Au point où, c'est une anecdote mais réelle, j'ai monté un fichier Excel pour calculer mes coefficients, pour savoir quel était le cours que je devais faire et avoir la moyenne pour ne pas avoir à m'embêter. Donc, en fait, tu as utilisé les maths pour être certaine de ne pas en faire. Voilà. C'en est à ce point-là. Donc, c'est pour ça que si jamais il y a quelqu'un d'autre qui m'écoute et qui se dit « Oh mon Dieu, j'aime pas les maths et c'est horrible, etc. » Il y a mathématiques et mathématiques. Donc, par exemple, moi, je suis tombée dans les statistiques et j'ai appris sur le tas, comme je l'ai dit. Donc, j'ai eu à me former et j'ai certains de mes amis qui se sont formés, qui sont retournés à l'école en tant qu'adultes en disant « Maintenant, j'en ai besoin, en fait. » Mais au moins, ils avaient les bases. Ils s'étaient dit « Ok, je sais que ça, plus tard, j'irai me le chercher. » Moi, c'était la fuite en avant. Je ne voulais pas. Donc, c'est un petit peu ironique de se dire en fait, là où j'ai trouvé de quoi m'épanouir, c'est l'endroit où on m'a dit que j'étais toujours la pire et que j'allais toujours être mauvaise. Et c'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes mauvais que vous l'êtes réellement. C'est juste qu'il faut trouver... L'esprit, c'est comme un Rubik's Cube. Il faut trouver la bonne combinaison qui marche pour vous. Mais c'est intéressant, oui. C'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes mauvais que vous l'êtes, déjà, de un. Puis, il y a plein de manières d'être bon. Et du coup, il y a plein de manières d'être moins bon. Donc, faut réussir en fait à s'accrocher. C'est-à-dire que on va rencontrer des défis. On a tous rencontré des défis, les moins bons, les meilleurs, ceux qui étaient déjà sur le bon chemin ou pas. Mais justement, si tu avais un conseil, quelque chose à partager aux jeunes qui nous écoutent ou nous regardent aujourd'hui, ça serait quoi?
Parce que là, ça, on a entendu de tester, pas forcément s'inquiéter sur le parcours qu'on choisit, parce que de toute façon, on va réussir à s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours quelque chose qui va nous permettre de rebondir. De tester des affaires, mais est-ce qu'il y aurait d'autres conseils encore à communiquer? J'ai un conseil très bizarre parce que j'y ai réfléchi à ça. J'y ai réfléchi. Qu'est-ce qu'on dit une fois qu'on est rendu l'adulte, en fait? Genre, je me suis toujours dit, quand je serai adulte, je ferai pas les choses comme les autres, en fait. Je me suis fait des promesses et je les ai tenues. La grosse majorité, je les ai tenues. Et mon conseil, c'est de trouver sa tribu. Je sais que tout le monde peut donner des conseils en disant investis en toi, et c'est vrai. Moi, j'investis en moi. Je continue. Ce midi, j'étais dans un webinaire, j'ai sacrifié mon lunch, chose que vous ne devriez pas faire, pour en apprendre plus sur quelque chose. Parce que l'éducation, ça continue tout le temps, en fait. Vos profs, ils sont payés à vous enseigner des choses. C'est ça leur mesure de succès. Mais votre mesure de succès à vous, c'est ce que vous apprenez, ce que vous retenez, les connexions que vous faites entre les choses que vous aimez et les tâches que vous aimez moins. Donc, par exemple, il y a certaines tâches que j'aime beaucoup moins dans la vie, mais je les fais d'une manière où je suscite un intérêt en me disant, OK, je me donne des objectifs, puis on va passer au travers et c'est moins dur. Donc, ça, on en parle, mais mon vrai conseil, c'est trouver votre tribu. Trouvez les gens qui pensent comme vous. Et quand je dis qu'ils pensent comme vous, c'est pas nécessairement qu'ils sont d'accord avec vous. C'est que si vous vous retrouvez comme moi à vous dire, oh mon Dieu, mon cerveau, il va trop vite et trop lentement pour certaines personnes, ça dépend qui. Et vous parlez de choses et les gens vous disent, je ne comprends pas du tout de quoi tu parles. Et vous, ça vous parle, vous êtes excités là. Allez chercher des gens qui sont excités comme vous. Vous allez voir que ça motive. Il y a un groupe de support qui vous aide et vous vous sentez moins seul. Cette espèce de solitude, est-ce que je fit, est-ce que je fit pas, pourquoi les gens ne me comprennent pas? J'ai réglé ce problème-là à 29 ans, moi. C'est dommage. Pourtant, j'avais des amis, mais j'ai trouvé des collègues de travail à travers le monde entier, en fait, où on peut se parler de ces choses-là et échanger en disant, moi, j'ai fait ce truc cool. Est-ce que tu as fait ce truc cool? Ok, ça marche. Ah, laisse-moi débugger ça. C'est ça qui va vraiment aider à s'accrocher. C'est d'avoir cette tribu. Donc, c'est vraiment de trouver un groupe, une tribu. En fait, j'aime beaucoup ce mot-là parce que vous avez des ambitions communes, parce que vous avez des intérêts communs et du coup, il y a une excellente énergie qui va déborder de cet univers-là. Merci encore, Myriam, pour ce précieux partage d'expériences et de conseils. Le mois numérique jeunesse n'est pas fini. Nous offrons encore des activités tout au long du mois de février. J'en profite notamment pour vous partager l'événement de réseautage virtuel techno au féminin du mouvement montréalais Les Filles et le Code qui aura lieu le 24 février à 18h30. De notre côté, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Dominique Gagnon qui fabrique des bracelets intelligents avec son entreprise Connect & Go. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine.